Alors bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du programme des classes terminales langue française. On va voir aujourd'hui le texte historique, quelles sont les caractéristiques du texte historique, quelle est la visée du texte historique et quelle est la grammaire liée à ce type de texte, ou bien quels sont les points de langue qui sont en relation avec ce type de texte. Donc on va dire que le texte historique est un récit réel, donc il s'intéresse à l'histoire en général et dans tous les domaines. Le sport, la science, l'histoire nationale ou bien l'histoire internationale, par exemple, tous les événements qui ont en relation avec l'histoire nationale ou bien internationale. Première Guerre mondiale, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, ou bien l'histoire nationale, la conquête de l'Algérie par la France, le déclenchement de la révolution algérienne, l'indépendance de l'Algérie, ou bien les personnages historiques, les personnages qui font partie, soit personnages historiques mondiaux, soit des personnages qui ont en relation avec l'histoire de notre pays. Donc, le texte historique, on va dire que le texte historique est un récit réel. Le texte historique, il a une visée communicative, c'est informer. D'abord, c'est la visée de base. Il nous donne des informations sur le fait historique ou bien sur le personnage historique en question. Donc, le texte historique aussi, il peut avoir une visée communicative narrative si l'auteur ou bien l'historien va raconter tout en utilisant l'imparfait ou le passé simple, voilà, comme étant les temps du récit en général. Et le texte historique est considéré comme un récit réel. Il obéit aussi au temps des récits en général, l'imparfait et le passé simple. Donc, le texte historique peut avoir aussi une visée communicative, explicative, si l'auteur va donner des explications, des chiffres, des statistiques, comme Mahfoud Qaddash, la comparaison de quand il nous a donné les recensements ou bien les tableaux de statistiques officiels du ministère de l'Intérieur de l'État français à cette époque-là. Mahfoud Qaddash, il nous a donné un tableau, voilà, c'est la page 17 et 18. Le dénombrement et recensement de 1921 et 1865. Le mouvement des naissances et des décès des musulmans, les Algériens, voilà, appelés musulmans à cette époque-là, et les Européens, et la comparaison, tout en donnant des explications avec des tableaux officiels des statistiques du ministère de l'État, du ministère de l'Intérieur de l'État français à cette époque-là. Le texte historique, donc, il peut avoir une visée communicative, explicative. Il peut avoir aussi une visée, une dimension argumentative si l'auteur a participé à l'événement historique en question. On a vu Delphine pour mémoire, Didier Dainek, voilà, à la page Delphine pour mémoire, Didier Dainek, voilà, tiré de l'actualité de l'immigration Paris 1987. Delphine pour mémoire, j'ai 10 ans. Je n'ai jamais oublié, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, etc. Donc l'utilisation du jeu dans le texte historique, le pronom personnel je ou bien le pronom personnel nous dans un texte historique. Donc le texte historique est classé comme étant un texte historique type témoignage. Pourquoi témoignage? Parce que l'auteur ou bien l'historien, le narrateur de l'événement historique, il a participé à cet événement, au fait historique. Donc, il est considéré comme un personnage de ce fait historique. Ça veut dire, donc, la visée du texte historique va prendre une dimension argumentative. Pourquoi? Parce que le personnage historique a vu l'événement et il nous a raconté cet événement tout en utilisant les pronoms personnels je ou bien nous. Voilà. Donc, on a expliqué le texte Delphine pour mémoire. Donc, vous voyez qu'on a vu que ce texte a en relation avec la journée de l'immigration, le 17 octobre 1962, où l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète, a commis un attentat de bombe à Paris et Delphine, la petite fille,
été assassiné à cause de cet attentat. On a étudié le texte, on l'a analysé. Donc, le texte historique, ce que vous allez retenir, c'est que le texte historique, c'est un récit réel. Le texte historique a une visée communicative. De base, c'est informé, informative. Pour avoir une visée communicative, narrative, si l'auteur ou bien le narrateur, l'historien, va utiliser l'imparfait, le passé simple, comme étant des temps du récit en général. Et il peut avoir aussi une visée communicative explicative. Si l'auteur va utiliser des chiffres ou bien des statistiques, et il peut avoir une dimension argumentative si l'auteur était témoin du fait historique en question. Et l'utilisation du pronom je et le pronom nous en est la preuve. Donc, les caractéristiques du texte historique. Un texte historique est caractérisé par la date, par l'événement. On a vu que dans tous les textes historiques, on a toujours les dates. Voilà. Le 12 février 1962, le 17 octobre 1961, etc. Ça, c'est le texte de Telfing pour mémoire, le 1er novembre 1954. Donc, le texte historique est caractérisé par les dates. Donc, dans un texte historique, il faut qu'il y ait une date et l'événement et le lieu. Et des fois, on a des personnages. On a vu tout ça avec détail. Donc, la chronologie aussi, la chronologie des événements. C'est-à-dire les dates des textes historiques sont données en ordre chronologique. Et l'évolution aussi de ces événements en question. Par exemple, on a donné les 3 dates principales on a considéré ça comme l'axe principal de l'histoire nationale. La conquête de l'Algérie en 1830, le déclenchement de la révolution algérienne en 1954 et l'indépendance de l'Algérie en 1962. Donc vous voyez que ces dates sont données en ordre chronologique et en évolution, parce que quand l'historien va raconter un événement historique, il va prendre ça en considération. Il va commencer par l'ancien événement tout en donnant des dates en ordre chronologique. Ce qu'on appelle la chronologie ou bien l'évolution des événements dans un texte historique. Donc, dans le texte historique, on a vu que la majorité des titres des textes historiques étudiés sont sous forme de phrases nominales. Donc, la phrase nominale, elle est utilisée dans le domaine de la presse. Donc, dans les textes historiques, pourquoi ? Parce que la phrase nominale, elle est plus rapide pour donner l'information. C'est un focus de l'information, c'est un résumé de l'information. Donc l'auteur utilise, les historiens ou bien les écrivains historiques vont utiliser plus de phrases nominales que de phrases verbales. Parce que la phrase nominale, elle est plus rapide pour donner l'information. Elle est utilisée aussi dans le domaine de la presse, le fait divers. Pour les premières années, on a vu ça entre guillemets. Donc la phrase nominale, c'est quoi? C'est que la phrase nominale ne contient aucun verbe. Donc on n'a que des noms. Donc pour nominaliser un verbe, on ajoute toute une opération de suffixation, voire même des fois, parfois on a des préfixes. Donc les suffixes les plus connus, c'est age, ission, assion, eumant, etc. Sauf il y a certains verbes qui n'obéissent pas à cette règle de suffixion par les paroles, par exemple. Assassiner, assassinat, acheter, achat, barrer, barrage, etc. Donc, on va voir ça avec détail et je vais vous donner des exercices concernant la nominalisation. On a vu aussi le moment d'énonciation. Moment d'énonciation dans un texte historique. Donc, généralement, le moment d'énonciation, c'est quoi? Il a une relation avec le thème abordé ou bien l'événement historique en question. On a donné l'exemple des événements du 8 mai 1945. Donc, le moment d'énonciation, en général, on a dit que le moment d'énonciation, c'est le présent de l'indicatif ou bien le présent intemporel, présent de vérité générale, appelé présent historique en faisant référence au type de texte historique. Donc, ici, par exemple, les événements du 8 mai 45, le moment d'énonciation, c'est le 8 mai 45. Si on va relever une phrase du texte, par exemple,
l'auteur, il va dire 9 ans après. Ça veut dire le moment d'énonciation ici, c'est 1945. Il est considéré comme le présent à cette époque-là. Si 9 ans après, si on va ajouter 9 années, donc ça sera 1954, le déclenchement de la révolution algérienne. Ou bien un exemple plus simple, hier il faisait beau, demain il pleuvra. Donc le moment d'énonciation ici dans cette phrase, c'est aujourd'hui. Mais ce que je n'ai pas prononcé, je n'ai pas précisé cet indicateur de temps, je n'ai pas dit aujourd'hui, mais j'ai dit hier, il faisait beau, demain, il pleuvra, pardon. Donc le moment de d'énonciation ici, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le présent de l'indicatif. Donc il faut faire attention pour le moment d'énonciation. On peut vous donner une question au niveau du sujet de bac. On va vous donner de relever le moment d'énonciation. On vous donne une phrase du texte et il faut faire attention parce que il faut, pour relever le moment d'énonciation, pour ne pas se tromper, il faut qu'il y ait un repère dans la phrase. Il faut bien comprendre le sens de la phrase. On peut repérer le moment de l'énonciation à travers des indicateurs de temps, ou bien à travers le sens de la phrase, ou bien à travers le thème abordé dans le texte historique. Si on a des événements de 8 mai 45, on a donné l'exemple, des événements de 8 mai 45 à Guelma, Stef et Kharata, où il y avait plus de 45 000 morts, des massacres, ou bien des crimes de guerre commis par le colonialisme français à cette époque-là. Voilà, donc on a vu aussi le témoignage dans le texte historique, l'utilisation de je et du pronom nous. Donc l'auteur, il peut aussi ramener des propos, des personnages historiques comme Farhad Abbas pour le 8 mai 45. Farhad Abbas a dit 2 points. J'ouvre les guillemets, donc il va utiliser le discours direct et le discours indirect. Donc on a vu le discours direct et le discours indirect. Donc le discours direct, c'est que ramener les paroles telles qu'elles sont, sans changement. Dans le discours direct, donc on a dit qu'on a l'impression que celui qui parle est présent dans son discours. Farhad Abbas a dit 2 points. J'ouvre les guillemets, donc les guillemets et les 2 points sont les marques principales du discours direct. Donc, le passage d'un discours à un autre, donc on a vu que si le verbe introducteur est présent, on a des règles. On a des règles, soit quand je change les pronoms personnels, je change aussi les pronoms possessifs, j'enlève la ponctuation, les 2 points et les guillemets, je vais les remplacer par le pronom relatif que. Donc, Farhad Abbas a dit que je ne vais pas mettre les 2 points et les guillemets dans le discours indirect. Donc, le passage d'un discours à un autre. Le discours indirect, c'est quoi? C'est rapporter les paroles indirectement. Alors que, concernant la concordance de temps, je vais voir le verbe introducteur. Si il est au présent ou bien au futur simple, je ne changerai jamais le verbe entre guillemets au discours indirect. Si le verbe introducteur est au passé, je change le verbe entre guillemets. On n'a que 4 temps qui vont changer. Le présent va être l'imparfait, parce que composé est plus que parfait. Futur simple conditionnel présent, futur antérieur conditionnel passé. Donc il n'y a que ces 4 temps qui vont changer. On change aussi les indicateurs de temps et de lieu. On change aussi les pronoms personnels. L'ordre des mots, on va voir aussi avec détail l'interrogation et le discours. Donc si on a inversion du sujet et de verbe, au discours indirect, je vais remplacer cette inversion ou bien la question directe par la conjonction si. On a aussi des pronoms interrogatifs, je les laisse tels qu'ils sont. Alors, qu'est-ce que deviendra ce que dans le discours direct? On va voir tout ça avec détail et on fera des exercices au fur et à mesure. Voilà, donc on a dit que quand on va se passer du discours direct vers le discours indirect, le temps va changer si le verbe introducteur, bien sûr, est au passé en général. On n'a pas précisé le passé, on a dit le passé. Donc on peut avoir le parfait, le passé composé
etc. Il a dit le conditionnel passé, tous les temps du passé en général. On a des remarques aussi. Donc, si le verbe introducteur est au mode impératif, donc il va être soit au subjonctif, soit à l'infinitif. Il m'a ordonné, ramène ton cahier, par exemple. Le professeur m'a ordonné, ramène ton cahier. Ça, c'est le discours direct. Le professeur m'a ordonné de ramener mon cahier. Donc, le mode impératif. Quand on a un mode impératif, entre guillemets, dans le discours direct, je ne peux pas voir le verbe introducteur s'il est au présent, ou bien au futur, ou bien au passé. Je vais le mettre directement soit à l'infinitif, soit au subjonctif présent. Donc, on va voir tout ça, on fera des exercices. Donc, pourquoi le discours direct et indirect? Parce que on aura besoin dans le texte historique de type témoin, témoignage. Généralement, tout ce qu'on a vu pendant la grammaire, voilà, la chronologie, l'évolution du texte historique, la nominalisation, aussi on a vu le discours direct et indirect, et on a parlé aussi de la subjectivité ou bien l'objectivité de l'auteur. L'auteur dans le narrateur ou bien l'historien, il est objectif au profit des personnages et des événements historiques. Donc, il peut être subjectif, donc la subjectivité de l'auteur. Si on a un texte historique de type témoignage, si on a le pronom personnel je ou bien nous, l'auteur il est présent d'une manière directe. Non seulement il est présent, non seulement il est narrateur, mais il fait partie de l'histoire. Donc il est un personnage historique parce qu'il a vu l'événement historique en question et en même temps il va nous raconter cet événement tout en utilisant des marques de modélisation directes comme je ou bien quand le pronom nous. On peut avoir aussi les adverbes, on peut avoir les marques de modélisation directes, on peut avoir des adverbes, des expressions, etc. Donc, alors, l'auteur dans un texte historique, il peut être objectif, il se met à l'écart s'il est narrateur, comme Mahfoud Kaddesh. On peut être un narrateur ou bien un historien tout en racontant un texte historique. Si on a les marques de présence directe et indirecte, les marques de modélisation directe, s'il est un texte historique de type témoignage, donc c'est très facile de repérer les marques de modélisation, le pronom personnel je, les adverbes, les expressions, etc. Même un point d'interrogation, le point d'interrogation, la phrase interrogative peut être un point ou bien une présence, une subjectivité indirecte de l'auteur. Donc on a vu aussi le rôle de la femme en général, le rôle de la femme dans la révolution algérienne, ou bien dans la femme, elle a beaucoup contribué à l'indépendance de son pays. Donc on a parlé aussi des personnages historiques, les Khawla Talib Ibrahimi, les Jamila Bouhired, etc. C'est tout ce qu'il y a en généralement dans le texte historique. Donc, ce que vous allez retenir, c'est qu'un texte historique, c'est un récit réel. Les caractéristiques du texte historique, d'abord, on a la date, le lieu, les personnages. Un texte historique sans date, donc il faut qu'il y ait une date. Impossible qu'on a un texte historique sans date. Donc, ce qui caractérise le texte historique, c'est bel et bien la date. L'évolution des événements, la chronologie, etc. On a la phrase nominale tout le temps, les titres sont sous forme de phrase nominale. Donc la visée du texte historique, c'est bel et bien la visée du texte expositif pour la première et deuxième année. La visée de base, c'est informer, ou bien une visée informative. Voilà. Si l'auteur va utiliser l'imparfait et le passé simple, donc on aura les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Donc, on ajoute une visée narrative. Si on a des tableaux, des statistiques, on ajoute ici une visée explicative. Si le texte va utiliser le pronom je ou bien nous, donc le texte historique sera de type témoignage. Donc, le texte historique prendra une autre dimension qui est la dimension argumentative. Donc, l'auteur, soit il va s'appuyer sur des propos de personnages historiques connus, qui font partie de notre histoire nationale, les Farhad Abbas, les Jamila Bouhied, etc. Donc, pour nous convaincre et pour que son texte historique soit crédible et authentique. Ça veut dire il va s'appuyer sur des propos de personnages historiques connus de notre histoire
national. Donc c'est pour cela que le texte historique prendra une dimension argumentative. Donc, pour nous convaincre, pour dire que ce fait historique est crédible et authentique, parce que ce personnage connu a participé et il nous a raconté en même temps cet événement historique en question. On a vu, j'espère que j'ai résumé tout ce qu'on a vu pendant. On a vu aussi les indicateurs de temps. On aura besoin, pourquoi? On les aura besoin, pourquoi? Parce que c'est un récit réel et le texte historique, c'est un récit réel. Pour classer les événements, on a besoin d'indicateurs de temps. Les indicateurs de temps, c'est quoi? C'est des mots qui servent à situer l'action dans le temps. C'est tout ce qu'on a vu à peu près dans le texte historique. Le texte historique, il s'intéresse à l'histoire en général et dans tous les domaines. On va voir un texte historique dans le domaine du sport national ou bien international, un texte historique dans le domaine de la science, ou bien un texte historique de l'histoire nationale, histoire internationale. On va se focaliser, on va s'intéresser plus à l'histoire nationale. Donc, ce qui est important dans le texte, si vous avez des connaissances en histoire géo, par exemple, ces connaissances de l'histoire géo, si vous avez, bien sûr, vous avez forcément l'histoire et la géographie. Donc, vous allez mettre vos connaissances, toutes vos connaissances en histoire au service de la langue. Donc, un texte historique est caractérisé par la date, par un événement. On peut avoir un texte historique qui parle des personnages, soit national, soit international. Un texte historique, c'est un récit réel. Voilà. Il s'intéresse dans tous les domaines, sport, sciences, ou bien l'histoire nationale, ou bien internationale. Donc, un texte historique, on a la chronologie, on a le présent de l'indicatif, on a appelé le présent de vérité générale, ou bien le présent historique, tout en faisant référence au type de texte qui est le texte historique. L'imparfait, le passé simple, c'est le temps du récit. Si l'auteur va utiliser l'imparfait, le passé simple dans le texte historique, dans la visée, on va ajouter une visée narrative, parce que l'imparfait et le passé simple, c'est les temps du récit en général. Et le texte historique, c'est un récit réel. Donc, comme étant un récit, il obéit bel et bien au temps des récits en général. Donc, l'imparfait exprime, il est utilisé dans la description. L'auteur ou bien l'historien va l'utiliser pour décrire des personnages ou bien des situations sociales ou bien économiques. Il est utilisé dans la description. L'imparfait évoque des souvenirs. L'imparfait exprime une action illimitée dans le temps, dont on ne connaît ni le début ni la fin. Donc l'imparfait, l'interminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AINT, quel que soit le groupe. Le passé simple exprime une action vite achevée. Il est utilisé pour raconter des événements. Donc les actions du passé simple, c'est des actions qui sont rapides, qui s'enchaînent les unes aux autres. Donc le passé simple, les terminaisons du passé simple, il est utilisé plus qu'à l'écrit qu'à l'oral. Donc le passé composé, on l'utilise beaucoup à l'oral pour raconter des événements. Le passé simple, il est plus utilisé à l'écrit qu'à l'oral. Donc le passé simple, les terminaisons, ça diffère selon les groupes. Pour le premier groupe, on a AI, AS, A, AM, AT et R. Pour le deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Et pour le troisième groupe, on a le verbe sortir, on a des terminaisons comme deuxième groupe IS, IS, IM, IT, IR. Ou bien on a des terminaisons avec U, US, U, US, US, UT, UT et UR. On a des terminaisons avec INS, INS, INT, M, MTR pour le verbe venir, tenir et leur composé par venir et appartenir par exemple. On va voir tout ça avec détail. Donc, si vous voyez imparfait et passé simple dans un texte historique, on ajoute une visée, à part la visée de base qui est la visée informative, on ajoute une autre visée, c'est la visée narrative. Si on a un tableau de statistiques dans le texte historique, on ajoute une autre visée qui est la visée explicative. Donc, si on a un jeu ou bien un nom dans le texte historique, on ajoute une visée argumentative et on va classer le texte historique comme étant un texte historique type témoignage. Donc, celui qui raconte, non seulement il est narrateur ou bien il est historien,
il va avoir un statut de personnage historique parce qu'il a vu l'événement et il nous a raconté cet événement historique en question. Donc, j'espère que j'ai résumé toutes les informations essentielles et importantes pour le texte historique. Et on va voir tout ça, à part les textes historiques, on fera aussi des sujets de bac. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Donc, à tout de suite pour voir les détails. Merci.